Le crématoire 3 est la dernière grande installation de chambre à gaz crématoire mise en service à Birkenau fin juin 1943. L'expérience acquise sur les ratés du crématoire 2 lui permet un fonctionnement sans accroc. Aussi grand que le crématoire 2, son jumeau, le crématoire 3 est constitué en sous-sol d'une salle de déshabillage d'environ 400 m², d'une chambre à gaz de 210 m² et au rez-de-chaussée d'une salle des fours de 340 m². Sans compter les combles où logent les membres du Sonderkommando, cet ensemble s'étend sur 940 m². Il semble pourtant bien plus petit. La salle de déshabillage et celle de gazage, soit les 2/3 de la surface du bâtiment, sont enterrées. Le souci de dissimulation des crématoires est flagrant. Un bon de commande de la Kommandantur, daté du 6 novembre 1943, adressé au SS Sturmbannführer Joachim Cäsar, chef des entreprises agricoles du camp de concentration d'Auschwitz, précise: conformément à un ordre du SS Obersturmbannführer Heuss, commandant du camp, les fours crématoires 1 et 2 du camp de concentration seront pourvus d'une bande verte servant de limite naturelle au camp. Voici la liste des plantes qui devront être prises dans nos réserves forestières. 200 arbres à feuilles de 3 à 5 mètres de haut. 100 rejetons d'arbres à feuilles de 1,5 m à 4 mètres de haut. Enfin, 1000 arbustes de revêtement de 1 à 2,5 m de haut, le tout pris dans les réserves de nos pépinières. Des camions arrivent des heures durant et vident une masse humaine sur le sol. Lorsque toutes ces femmes sont rassemblées, on les pousse dans le bunker de gazage. Le cri de désespoir et les pleurs amers des victimes sont indicibles. Désarroi, douleur, cris étouffés entremêlés se poursuivent jusqu'à l'arrivée de la voiture de la Croix-Rouge qui met fin à leur douleur et à leur souffrance. 4 boîtes de gaz sont lancées par les 4 petites fenêtres supérieures, aussitôt fermées hermétiquement. Le silence tombe et rendent leur dernier soupir. Le souci de dissimulation est pervers jusqu'au bout. C'est une voiture maquillée en ambulance de la Croix-Rouge qui apporte aux installations de mise à mort le gaz létal, le cyclone B. Je fus affecté au transport de cadavres. Le gazage durait en principe 3 à 4 minutes environ. Après quoi, pendant à peu près un quart d'heure, le système de ventilation était mis en marche. Puis le contremaître ouvrait la porte de la chambre à gaz, toujours sous la surveillance d'un SS. Et nous devions tramer les cadavres vers le monte-charge électrique. Nous devions porter les cadavres nous-mêmes. 6 hommes étaient affectés à ce travail. La plupart du temps, quelques-uns de ceux qui étaient à même le sol, immédiatement auprès de la porte, étaient encore en vie. Le SS les fusillait alors. La position des cadavres dénotait visiblement qu'en général la lutte contre la mort avait été terrible. Le corps était souvent déchiqueté. Il est arrivé plus d'une fois que des femmes avaient accouché dans les chambres à gaz. En principe, 3000 victimes se trouvaient dans la chambre à gaz. L'entassement était tel que les gazeux ne pouvaient même pas tomber à terre. L'évacuation de 3000 cadavres prenait environ 6 heures. Comme les 15 fours de ce crématoire mettaient environ 12 heures pour brûler ces cadavres, ceux-ci étaient entassés dans la pièce devant les fours. Lorsque nous avions vidé la chambre à gaz, notre groupe devait la nettoyer à l'aide de jets d'eau et faire la place pour le prochain gazage. Ensuite, nous devions aller au four crématoire et aider à transporter les cadavres vers les fours. Auprès des fours devaient travailler 2 groupes de détenus.
l'un des 4, l'autre des 6 hommes. Ces groupes devaient enfourner les cadavres et veiller à une combustion convenable en se servant de longs crochets. Lorsque les fours n'étaient pas en mesure de brûler tous les cadavres, les convois destinés au gazage étaient amenés au bunker 2, où le gazage pouvait se faire pratiquement sans interruption, parce que les cadavres étaient jetés directement dans les fosses. Quelques-uns d'entre nous se sont jetés eux-mêmes dans le feu, parce qu'ils n'en pouvaient plus. En mai 1944, 912 hommes étaient affectés aux Sonderkommando. En janvier 1945, suivant le témoignage de Dov Paisikovic, affecté au crématoire 3 jusqu'au 18 janvier 1945, au moment de l'évacuation du camp, il n'était plus que 82. On ignore combien sont tombés sous les balles lorsqu'ils ont rejoint le camp des hommes, et combien ont survécu à la marche de la mort. Mal vus, stigmatisés, une poignée seulement de rares survivants du Sonderkommando ont témoigné après la guerre. Les autres ont préféré taire leur rôle à Auschwitz. Dans les cours des crématoires 2 et 3 ont été retrouvés les témoignages de Zalmen Gradowski, Leib Langfuss et Zalmen Leventhal. Ces parchemins ou rouleaux d'Auschwitz, comme on les nomme, étaient cachés dans des récipients de fortune. Leurs auteurs, conscients de leur probable disparition imminente, avaient pris le risque de consigner par écrit les modalités de l'assassinat de masse perpétré dans les chambres à gaz crématoires de Birkenau. Ces manuscrits ne sont pas, comme plusieurs milliers d'autres, des récits de survie. À ce titre, ils occupent une place à part dans le corpus littéraire du génocide. Écrits en yiddish, ils racontent de l'intérieur, pendant le déroulement des faits, l'extermination des Juifs d'Europe. Zalmen Gradowski, Leib Langfuss et Zalmen Leventhal furent exécutés après le soulèvement des Sonderkommando en octobre 1944. Le crématoire 3 servit aussi de lieu d'exécution par balle et de lieu d'incinération pour les morts de Birkenau. Il fut dynamité par les SS le 20 janvier 1945. Une semaine plus tard, les avant-gardes de l'armée soviétique entrent dans le camp.